Batman v Superman. Jamais un film n'a été aussi clivant pour les spectateurs. Rien que dans son titre, que doit-on dire? Doit-on dire Batman v Superman? Batman vs Superman? Batman contre Superman? Ou alors Man of Steel 2? Ne récoltant que 29% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, le film avec un budget de 300 millions de dollars ne rapporte que 800 millions de dollars, décevant la Warner qui visait le milliard. Et alors, qui est le vrai responsable de ce semi-échec? Est-ce Marvel avec son Marvel Cinematic Universe? Pourtant l'idée ne date pas d'hier. Alors est-ce que le film a été mis à mal par l'immense trilogie de Christopher Nolan? N'a-t-il pas trop subi la comparaison? Est-ce que la Warner n'a pas voulu aller trop vite en surfant sur la vague des univers connectés? Et ce, au détriment du réalisateur et du scénario? Et la vraie question, est-ce que Batman v Superman est un bon film? Des questions auxquelles nous essaierons de répondre au cours de cette vidéo. Salut à vous les petits cinéphiles et bienvenue dans Batman fait son cinéma. Aujourd'hui... Oh, tu fais quoi là? Oh, le cosplayer du dimanche, tu fais quoi là? Je suis Batman. Ouais, c'est ça, Batman. Tu vas parler du film on m'a le plus critiqué, alors je voulais rétablir la vérité. C'est vrai qu'on t'a pas mal critiqué avec ce film. Mais bon, écoute, laisse-moi faire mon boulot, va plutôt combattre le crime ou va au Comic-Con, hein? Alors fais-moi honneur. Bonjour à tous les petits cinéphiles et très content de vous retrouver sur la chaîne Guillaume fait son cinéma. Avant tout, je tiens à vous dire merci. Merci pour vos retours sur ma première vidéo. Je suis très content que ça vous ait plu et ça me motive vraiment à donner la meilleure qualité possible à mes futures vidéos. Sur ce, on va pas perdre plus de temps et on se retrouve pour un petit récap sur Batman. On dit qu'on est peut-être y aller là maintenant. Eh ben c'est parti. Rappelons que Batman a été créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger et apparaît pour la première fois dans le Detective Comics numéro 27 en 1939. Le succès de la BD est certainement lié à celle de son homologue Superman, mais à la différence de Superman, Batman ne possède pas de super pouvoir, il doit donc user de malice et d'intelligence pour pouvoir terrasser ses ennemis. Comme Superman, c'est un immense succès en termes de vente de comics, des comics qui continuent à être publiés de nos jours. Batman devient l'un des plus populaires et l'un des plus grands héros de tous les temps, si ce n'est le plus grand héros de tous les temps. On retrouve Batman pour la première fois à la télévision dans une série de 15 épisodes en 1943 et une seconde intitulée Batman et Robin en 1949 de 15 épisodes également. Mais aucune de ces deux séries ne rend réellement hommage au personnage de Batman, ni de Robin soit dit en passant. Le premier succès arrivera à la télévision en 1966 avec Batman interprété par Adam West. La série devient un immense succès malgré des projections tests chaotiques. La série va s'étaler sur plus de 120 épisodes et un long métrage. Ce long métrage est d'ailleurs devenu une source de mèmes sur internet. Le succès de la série vient de son côté kitsch, de son humour second degré, de son côté parodique et de toutes ses conneries. Allez voir la vidéo du joueur du grenier qui revient sur ce film. Il fait le tour de toutes les conneries. Mais ayant vu le long métrage et quelques épisodes de la série, moi je trouve ça plutôt plaisant. On rigole bien devant la débilité des personnages, du scénario et des gadgets. Notamment la bat-échelle, le bat-spray, le bat-hélico. On fait l'impasse sur les différents dessins animés et on arrive en 1989 avec Batman de Tim Burton que j'avais déjà évoqué dans ma précédente vidéo. I'm Batman. Mais ce que je n'avais pas dit la dernière fois, c'est que les deux films de Tim Burton ont fortement influencé Paul Dini et Bruce Timm à la création de la série animée Batman en 1992. La série s'inspirant de l'esthétique des films de Tim Burton, proposant un contenu mature et réaliste, et devenant un immense succès commercial et critique, et est considérée par certains à juste titre comme la meilleure œuvre sur Batman. C'est une série que j'affectionne particulièrement car elle me rappelle mon enfance lorsqu'on se levait le dimanche matin pour regarder les épisodes sur France 3. Pour ceux de mon âge, ça doit vous rappeler des souvenirs aussi. J'adore la version du Joker complètement déjantée et qui est doublée par Mark Hamill en VO. D'ailleurs, cette série qui a vu naître le personnage d'Harley Quinn, pour la petite anecdote, c'est pour cette série que le personnage d'Harley Quinn a été créé. Je t'aime. Mais revenons-en au cinéma. Après le passable mais très moyen Batman Forever et le mauvais Batman et Robin made in Joel Schumacher, qui nous aura présenté nos héros sous un angle inhabituel avec les bas de tétons et les bas de cul.
Batman aura été absent des écrans jusqu'en 2005 avec Batman Begins et le début de la trilogie de Christopher Nolan. Et oui, je suis obligé de revenir un petit peu sur la trilogie de Christopher Nolan parce que Batman v Superman est un peu l'héritier de cette trilogie de Nolan. Batman Begins est une origin story s'inspirant du comics Batman année 1. On nous présente sa formation avec la Ligue des Ombres et son combat contre Ra's al Ghul. Sa suite, The Dark Knight, qui lui fera affronter le Joker, c'est un tel succès que son écho retentit encore en 2021. Tada! Il a disparu. Le troisième volet a été un peu moins bien reçu que son prédécesseur, mais il permet de conclure une grande trilogie devenant même la trilogie de référence sur un super-héros. En parallèle, en 2008, un certain Iron Man fait ses débuts au cinéma et devient le pilier de la création Marvel. Ce qui va déboucher sur le Marvel Cinematic Universe, révolutionnant l'industrie du cinéma moderne et en créant un univers complètement connecté avec tous ses films et devenant ainsi un succès interplanétaire. Vous me direz, il est normal que DC Comics ait voulu surfer sur la vague des univers connectés avec le nombre de héros dont il dispose. Et après le succès de Man of Steel, il est annoncé au Comic Con de 2013 que Superman affrontera Batman dans le prochain film de la franchise. Et devant le succès critique et public de la trilogie The Dark Knight, Batman était en vogue, donc vous me direz, impossible de se planter. Surtout que Zack Snyder, et oui, je parle toujours de lui, Tu me fais chier! annonce vouloir s'inspirer d'un des meilleurs comics de Batman, à savoir The Dark Knight Returns. Et je me rappelle que c'était un vrai événement, le combat tant attendu entre les deux grands super-héros. Et même Marvel a eu peur. Ils ont avancé le tournage de Captain America Civil War pour avoir un film où leurs héros s'affrontent également. Et les rumeurs fusaient sur la toile pour savoir qui allait incarner le Chevalier Noir. On nous parlait de Ryan Gosling, Josh Brolin. Remarque, j'aurais bien aimé Josh Brolin parce que je trouve vraiment qu'il avait le physique pour jouer Bruce Wayne de The Dark Knight Returns. Et finalement, le choix de la Warner s'est porté sur Ben Affleck. W. Q. Ben Affleck. Sure you don't want to tell me your name? Ben Affleck. It's turkey time. Non! Un choix que j'ai été le premier à vivement critiquer, allant jusqu'à signer une pétition contre lui. Car pour moi, il n'avait simplement pas les épaules pour pouvoir incarner le Chevalier Noir. Et quelle erreur! Mais quelle erreur! Mais on y reviendra plus tard. Henry Cavill reprend son rôle de Superman, et on apprend que l'actrice montante Gal Gadot incarnera Wonder Woman dans le film. Actrice un peu méconnue à l'époque, même si elle avait fait quelques apparitions dans plusieurs épisodes de Fast and Furious. Gal Gadot... Hein? On annonce également Jeremy Irons dans le rôle d'Alfred et Jesse Eisenberg en Lex Luthor. Et là, jeune cinéphile, vous devez vous dire, vu comme le mec est archi fan de DC Comics, c'est sûr qu'il l'a vu au cinéma. Et oui, j'ai été con, j'ai écouté toutes les critiques toxiques et je me suis même pas déplacé au cinéma. Et la première fois que je l'ai vu, c'était sur un vieux screener dégueulasse. Et depuis, je me suis rattrapé. Le film s'ouvre sur la scène de la mort des parents de Bruce Wayne, les parents étant incarnés respectivement par Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohan de The Walking Dead. C'est assez comique vu la relation qu'ils ont tous les deux dans la série. Une scène ultra connue mais inutile de trop la développer, parce que justement comme on sort de la trilogie de Christopher Nolan, on connaît les origines de Batman et sa création, donc inutile de perdre du temps à la rappeler. Et là, direct, deuxième scène, on est tout de suite dans l'action. On retrouve Bruce Wayne à Metropolis pendant le combat entre Superman et Zod. Si dans Man of Steel on était du point de vue de Superman, cette fois on est du point de vue de Bruce Wayne et des humains. On se rend compte qu'il était là à assister impuissant à la mort de ses employés et que malgré ses aptitudes exceptionnelles, il n'a rien pu faire, renforçant l'idée d'un combat futur contre le Kryptonien. La scène te met directement dans le bain et on suit le parcours de Bruce Wayne en temps réel pendant le combat des Kryptoniens. Du côté de Superman, suite à une intervention en Afrique pour sauver Lois d'un terroriste, on remet en cause son intervention car elle a provoqué énormément de morts de civils. Entre temps, on découvre que le monde a complètement changé depuis l'apparition des Kryptoniens et des extraterrestres, et dès le début, Snyder nous pose de vraies questions, que je trouve super réalistes. Ce seraient certainement des questions que le monde se poserait si Superman existait. A-t-il vraiment le droit de sauver tout le monde? N'a-t-il pas des droits et des devoirs? À qui doit-il rendre des comptes? Et qui doit-il sauver et pourquoi certaines personnes et pas d'autres? Snyder arrive parfaitement à iconiser son héros,
Aussi, certains le voient comme un dieu vivant et d'autres comme une malédiction. Je pense que Snyder le voit comme la représentation de Jésus sur Terre, du Messie. Et de l'autre côté de la pièce, on retrouve Batman, qui tranche vraiment avec l'image que l'on avait de lui jusqu'à maintenant. Il est maintenant juge, jury et bourreau, allant jusqu'à marquer les criminels au fer rouge pour qu'ils se fassent tuer en prison. On nous présente un personnage désabusé, aigri, violent, et que le seul lien qu'il a avec l'humanité est Alfred. Et si ce dernier n'avait pas été là, il aurait sans doute basculé du mauvais côté depuis longtemps. Mais moi je trouve vraiment sa quête légitime. Bruce part du principe que s'il existait 1% de chance que Superman soit mauvais, c'est déjà trop risqué pour l'humanité. Et ça peut se comprendre. De son côté, Clark Kent, qui a entendu parler du Batman, se met à enquêter sur lui. Ce qui est un peu bizarre quand on dit que ça fait 20 ans que Batman opère à Gotham, et ça serait la première fois que Clark en entend parler. Il répugne avec ses méthodes expéditives et brutales. Leur première confrontation se déroule lors d'une scène mythique où Batman veut voler la kryptonite à Lex Luthor. Dans une nouvelle scène de Batmobile que je trouve tout aussi bonne que dans Batman Begins. Et puis la scène où Batman essaie de renverser Superman avec sa voiture, et là... Superman avertit Batman que s'il continue ses conneries, ça va chier, pendant que Batman prépare méticuleusement son plan pour détruire Superman. Et on voit que Batman bout littéralement de l'intérieur, mais qu'il arrive encore à être raisonné par Alfred. Un rêve nous présentant un monde post-apocalyptique dirigé par Superman et où Batman incarne la résistance nous fait redouter une catastrophe à venir. Et pour moi, cette scène est vraiment hallucinante. Ce moment où Batman tue les hommes de Superman à la mitraillette, ou encore quand Superman arrache directement le cœur de la poitrine de Batman. La scène se termine par une apparition de Flash qui vient délivrer un message à Bruce lui disant qu'il avait raison au sujet de Superman. Tu m'as fait, tu m'as envoûté, je deviens ma boule, alors tu me fais n'importe quel de tes gris-gris, mais tu m'enlèves ces visions. Entre temps, on n'oublie pas de nous présenter les prochains héros du DC Extended Universe. On nous montre Superman essayant de répondre de ses actes devant le Parlement, mais une bombe explose tuant tout le monde autour de lui. Et c'est à ce moment-là que Bruce pète les plombs. On le voit créer ses armes à la kryptonite, s'entraîner comme un haltérophile turc, et ça y est, le grand combat va commencer. Mais on découvre entre-temps que Lex Luthor était derrière tout ça, qu'il voulait amener les deux héros à s'affronter jusqu'à la mort, car ayant perdu foi en l'humanité, il veut prouver que Superman n'est pas un dieu, car on ne peut être tout puissant et bienveillant à la fois. Pour forcer Clark à se battre, il a capturé sa mère et l'a cachée dans un lieu inconnu de lui. Par conséquent, Clark n'a pas le choix, il doit aller affronter le Chevalier Noir. Superman essaie de convaincre Batman du complot qui se trame, mais Batman étant tellement remonté contre lui ne veut rien entendre. Et Clark n'a pas l'intention de laisser mourir sa mère. Le combat est plutôt à la hauteur de nos attentes. On voit les deux titans s'affronter, alors tantôt c'est Superman qui prend l'avantage, tantôt c'est Batman, mais globalement ça se regarde plutôt bien et on suit ça avec attention. Jusqu'au moment où Batman arrive à prendre l'avantage et s'apprête à tuer Superman. Et là, vient la scène que tout le monde a critiquée. Le prénom de ta mère, Marthe. On répond oui chef, le prénom de ta mère. Et pour moi je trouve qu'on en fait trop avec cette scène. Alors oui, elle est maladroite. Pourquoi Superman dit « sauve Martha » alors qu'il pourrait lui dire « sauve ma mère ». Mais au niveau du revirement de Batman, c'est plutôt logique. Ça le ramène à son traumatisme, à ses expériences passées, à la mort de ses parents. Et à ce moment-là, il comprend que Clark est un humain comme lui, avec des sentiments et une mère. Et là, il comprend qu'il faisait fausse route. Après le revirement de Batman, se crée l'union sacrée entre les deux super-héros. De son côté, Batman fonce sauver la mère de Clark et on assiste à la meilleure scène de combat, tout film Batman confondu. Le combat est vraiment d'une intensité folle, on a vraiment l'impression d'être dans les jeux vidéo Arkham. C'est filmé d'une main de maître et on ressent vraiment la puissance des coups et la volonté que met Batman à vouloir casser des gueules. Une fois Martha sauvée, on retrouve Superman de son côté à Metropolis, voulant arrêter Luthor. Ce dernier, qui a accès au vaisseau kryptonien, est en train d'utiliser le corps du général Zod pour créer l'abomination, à savoir Doomsday. Le combat débute et on voit que nos deux super-héros ne sont pas à la hauteur, mais c'était sans compter l'apparition surprise de... Le combat gagne en intensité, mais les super-héros n'arrivent toujours pas à prendre le dessus. C'est alors que Superman a l'idée de récupérer la lance en kryptonite pure de Batman pour pouvoir tuer Doomsday, car ce dernier a les mêmes faiblesses que le kryptonien. Après des scènes de combat toujours plus folles les unes que les autres, Superman prend la lance en kryptonite, ce qui l'amène une fois de plus à repousser ses limites, et arrive à transpercer le cœur du monstre Doomsday.
Mais Doomsday, dans une scène qui fait écho avec la mort de Jor-El, le père de Superman, transperce le cœur du super-héros, provoquant ainsi la mort de notre kryptonien préféré. La fin nous montre les enterrements successifs de Superman et Clark Kent, tandis que Bruce et Diana décident de s'unir afin de trouver des alliés contre une future menace. Et Batman sera là pour veiller au grain. Et c'était couille de faire mourir Superman dès le deuxième film du DC Extended Universe. Comme quoi, Snyder avait un plan. Et au final, pour moi, on a l'un des meilleurs films sur des super-héros, et assurément, il est dans mon top 3 de mes films préférés sur Batman. Alors oui, le film nous vendait un combat titanesque entre deux super-héros qui se taperaient dessus pendant 1 heure, mais finalement, non. Le film prend son temps, il nous présente des personnages, il nous présente une ambiance, les conséquences du film précédent. Et je pense vraiment que si on était dans ce monde réel, on se poserait les mêmes questions. Superman, Dieu ou démon? Faut-il légiférer ses interventions? Qui pourrait l'arrêter? Et pour moi, le point fort, c'est le personnage de Batman. Je retrouve vraiment le Batman des BD. Celui qui pourrait détruire toute la Justice League s'il le fallait. Et ça se ressent dans l'interprétation de Ben Affleck. Il est investi à fond dans son rôle et ça se voit rien que par sa préparation physique. Et là, il trouve même le meilleur rôle de sa carrière. Je sais néanmoins que le film comporte quelques défauts. Il est assez long. Était-ce vraiment nécessaire d'introduire Wonder Woman dès cet épisode? Je peux comprendre aussi les reproches qu'on fait sur Jesse Eisenberg en Lex Luthor. Moi, j'aime bien, mais c'est vrai qu'il cabotine beaucoup et qu'il fait souvent ce rôle de geek excentrique. Alors je sais que le scénario est parfois compliqué, mais je trouve que la version longue du Blu-ray permet d'épurer toute cette histoire et que vraiment ça a donné une seconde vie au film et qu'il est enfin considéré à sa juste valeur. Et voilà petit cinéphile, j'espère que la vidéo t'aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour Suicide Squad. En attendant, tu peux liker, partager, commenter et me suivre sur tous mes réseaux. Qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Si l'envie te dit de me donner un coup de main, Batman. C'était le vrai Batman ? Et comment que j'ai envie ? Allez, allons combattre le crime. Ah, merde. Allez, allons combattre le crime. Merde, 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 merde. Eh ben, ce sera pas Batman non plus.